Est-ce que ta collègue, est-ce que c'est toi qui vas présenter, Pierre-Anne, tantôt? Je vois Catherine aussi qui est là pour présenter avec Marc. Parfait. Pierre-Anne, est-ce que c'est toi qui présente tantôt ou c'est plus... j'oublie son nom. Amélie. En fait, C'est Amélie Desmeules. Parfait, oui. je partage la présentation de tout à l'heure. Parfait. Donc, tout le monde est là pour l'ensemble du symposium. Merci, Pierre-Anne. Puis, salutations à Lionel. Je vois ta vidéo. Donc, et puis Catherine. Puis, puis je vois Brigitte. Bonjour, Brigitte. Parfait. Bon, ben, je vous propose de commencer. Puis, Florian, tu peux laisser ton micro activé si tu juges bon de commenter. Je vais partager mon écran. Et Mathieu, pendant que tu te tais, je vais juste annoncer l'annonce officielle comme quoi je remercie l'équipe d'avoir accepté l'enregistrement qui est démarré maintenant. Et je vous laisse la parole. Parfait. Donc, c'est parti, deuxième présentation. Puis, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans ce projet, qui est plus un projet d'innovation pédagogique qu'un projet de recherche. Mais je crois que c'est un projet de pédagogie qui va mener effectivement à un projet de recherche éventuellement. Donc, création d'un SPOC, on ne le définit pas plus tard. Donc, un SPOC, c'est peut-être un mini-MOOC, donc un MOOC où on contrôle un petit peu plus l'accès. Dans le fond, on contrôle un peu plus les gens qui vont participer. Donc, il n'est pas ouvert à tous. Donc, un SPOC utilisant des vidéos 360 degrés en stage est destiné aux personnes accompagnatrices devant soutenir la pratique réflexive des stagiaires en enseignement. C'est ça, puis Florian en fait partie. Puis il y a peut-être Marie-Claude Robert qui n'est pas au bas, mais qui a été une auxiliaire qui nous a beaucoup aidé pour le projet, donc je la salue. Donc, on débute en établissant que, dans le fond, accompagner la pratique réflexive des stagiaires fait partie autant des compétences de la personne enseignante associée, qui est chez nous la personne mentor terrain. Donc, la pratique réflexive du stagiaire fait partie d'un des éléments que la personne enseignante associée doit accompagner. C'est également le cas chez les personnes superviseurs qui doivent mettre en place une approche intégrative de la formation, donc les fameux liens théorie-pratique, comme Christophe l'évoquait plus tôt. Donc, c'est également une compétence de la personne superviseur. C'est tiré du cadre d'un référentiel de Liliane Portelance et d'autres personnes qui est sorti au Québec il y a quelques temps. Donc, on peut vraiment voir la compétence réflexive comme étant une métacompétence qui englobe les autres compétences professionnelles, qui enveloppe tout le développement professionnel, voire toute la formation initiale et continue. Donc, et puis, c'est un peu une métacompétence aussi dans le fait qu'elle est à acquérir par les étudiants et à faire acquérir du point de vue des personnes accompagnatrices en stage. Puis quand on regarde comment se comportent ces personnes-là dans le contexte de l'accompagnement des stagiaires, il y a certaines lacunes, d'où l'importance de bien les former. Donc, c'est parfois difficile pour les personnes enseignantes associées de bien accompagner les réflexions des stagiaires du point de vue théorique, donc ils sont beaucoup dans un angle très pratique, donc on doit les former. Donc, leur défi est de eux-mêmes réfléchir à l'égard des situations en faisant appel à du savoir théorique et aussi de bien communiquer tout ça. Et du côté des superviseurs, ils ne sont pas parfaits, eux non plus. Donc, on peut parler d'accompagnateurs réflexifs, mais en recherche de constance. Donc, des fois, certaines études témoignent qu'ils sont réflexifs quand tout va bien dans le contexte du stage, mais quand on a un stagiaire avec davantage de difficultés, ils deviennent beaucoup plus normatifs et directifs que réflexifs. Et même eux peuvent être considérés comme des modèles plus ou moins réflexifs. Difficile pour certains superviseurs à faire appel justement au savoir théorique et cognitif du parcours des étudiants, voire même de leur parcours. Donc, il faut former les accompagnateurs de stagiaires. Puis, chez nous, on a différentes formules pour bien former nos accompagnateurs de stagiaires. En ce qui a trait aux enseignants associés, ceux des écoles, donc les accompagnateurs qui se trouvent sur le terrain dans les écoles, dans les milieux de pratique. C'est des formations qui présentent, jusqu'à tout récemment, étaient offertes en présentiel. Donc, les enseignants se déplaçaient à l'université et puis on s'adressait seulement aux centres de services, anciennement connus sous le nom des commissions scolaires de la région, donc des commissions scolaires environnantes de l'université en ce qui a trait à cette présentation-là, à l'Université de Sherbrooke.
Parfois, on pouvait avoir des formations à d'autres enseignants associés, mais c'était plutôt rare en quelque sorte. Donc, tous les stages qui se déroulaient en région éloignée, voire à l'international ou dans d'autres provinces canadiennes, ben, on n'avait pas d'occasion de former ou d'offrir une formation à ces enseignants associés. Et puis, en ce qui a trait à la formation des superviseurs, c'est chaque programme qui s'occupe de former et d'accompagner son équipe de superviseurs. Donc, on a beaucoup de programmes chez nous, donc on avait beaucoup de types de formation et de types d'accompagnement. Et puis, les modalités étaient très intéressantes, mais très variées, donc récits de pratique, témoignages. Et on avait quand même l'analyse vidéo qui faisait partie du lot. Donc, on s'est beaucoup questionné on se questionnait sur comment on pouvait encore mieux former nos enseignants associés puis nos superviseurs, du fait qu'il y a une problématique d'accès. Donc, les enseignants associés, comme je disais, qui étaient un peu plus éloignés, ou même ceux de la région n'étant pas obligés de suivre la formation, la profession étant très chronophage en ce moment, ils ne prenaient pas le temps de se libérer pour venir suivre la formation. Donc, on avait vraiment un engagement limité de la part autant des enseignants associés que de certaines personnes superviseurs un peu plus éloignées ou un peu plus occupées. Donc, ressources existantes, mais pas toujours adaptées aux réalités des différents programmes. Donc, les programmes chez nous, il y a un programme un peu comme celui de Christophe, donc le bac en enseignement professionnel où les stages se déroulent dans des garages, dans des salons de coiffure, donc toute la réalité de la formation professionnelle, comparativement à la réalité, exemple, d'une enseignante au primaire, préscolaire dans une classe de maternelle. Donc, les exemples autour desquels était bâtie la formation s'adressaient difficilement à l'ensemble des personnes accompagnatrices. Et puis, autre constat, c'est que la vidéo offre une perspective limitée sur le contexte de l'activité observée. Donc, et là, on ouvrirait la porte à cette idée de vidéo 360, qui est un outil technique récent. Là, on salue Lionel qui va en parler davantage tantôt. Petit exemple, si je partage la présentation, puis ça sera le cas, là, un exemple d'immersion, de l'impression d'immersion que peut apporter la vidéo 360. Donc, on a été, disons, charmés, intéressés par cet apport, les différents apports de la vidéo 360. Oui, le caractère immersif, un meilleur rendu de la complexité de la situation, puis je pense que Christophe l'évoquait. Donc, si on met un casque, là, donc on peut voir plein de choses autour de soi. Donc, parce que la réalité de la classe, elle est complexe, elle est chargée, donc c'est intéressant de pouvoir s'immerger de cette façon-là. Beaucoup d'événements qui sont possibles d'être analysés. Donc, avec, exemple, dans un gymnase en éducation physique, il peut se passer des événements au même moment à quelques endroits dans la classe. Et puis, c'est une technologie qui est quand même peu intrusive lors des tournages. Donc, on peut même mettre la caméra au plafond et ne pas du tout déranger l'authenticité de la situation qui est filmée. Donc, chez nous, on a un intérêt grandissant, je vous dirais, là, pour la vidéo 360. La vidéo est quand même bien ancrée, tout particulièrement dans un programme, soit celui de la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire, où toute la supervision se fait à distance. Donc, un peu comme le projet de Christophe, donc les superviseurs ne vont pas sur place et utilisent la vidéo pour analyser tous les stagiaires, et ça à 2 reprises lors de chacun de leurs stages. Il y a Lionel qui était venu à l'automne dernier, qui a fait un atelier. Je crois que tous les gens de cette présentation-là étaient présents lors de l'atelier de Christophe, de Lionel. Et puis, ça l'a amené à de l'achat d'équipements, donc différentes caméras 360. On expérimente différents modèles, dont l'Insta1 R qui permet de détacher les lentilles, et puis c'est une caméra qui est résistante à l'eau. Donc, pour les captations extérieures en éducation physique, par exemple, un cours qui se déroule à l'extérieur, donc il y a des caméras qui sont intéressantes dans ces contextes-là. Il y a d'autres projets, oui, encore d'innovation pédagogique, mais des projets de recherche aussi qui sont en développement. Mais il y en a un qui est déjà démarré, qui est piloté par Marie-France Nadeau, qui est le projet Avivaire, qui est dans le fond lié à un environnement éducatif inclusif. Donc, les données sont présentement en cours de traitement, puis c'est ce type de caméra-là qui est utilisé par Marie-France. Donc, l'objectif général, puis c'est comme je le répète, ce n'est pas un projet de recherche, c'est plus un projet d'innovation pédagogique. D'ailleurs, on a été soutenu par un fonds d'innovation pédagogique pour ce projet. C'est soutenir l'accompagnement réflexif des stagiaires
en enseignement en s'appuyant sur une utilisation riche et pérenne des caméras 360 degrés en contexte de stage. Mais notre public ultime, c'est les stagiaires, mais avant ça, on veut s'adresser aux formateurs de stagiaires. Donc, développer une formation autoportante destinée aux superviseurs, donc PSU, personnes superviseurs, et PEA, personnes enseignantes associées de nos programmes en enseignement, afin qu'ils développent leurs compétences quant à l'accompagnement de la démarche réflexive de leurs stagiaires à partir de vidéos 360, de situations de pratique. Et puis, un autre objectif connexe, développer de nouveaux outils pédagogiques destinés à la formation continue des accompagnateurs de stagiaires en exploitant des vidéos immersives de différentes situations d'enseignement. Donc, oui, dans les nouveaux outils, mais vous allez voir qu'on ne voulait pas partir de zéro parce que chaque programme a énormément d'outils pédagogiques puisqu'on chapeaute chacun de notre côté, chacun des programmes, des formations et on les mène à chaque année à plusieurs reprises. Donc, on voulait tendre vers un dispositif qui, oui, favorise le développement professionnel par un engagement plus actif et qui permet l'évaluation d'une variété de situations de classe et qui offre l'opportunité de travailler la régulation émotionnelle, concept qui était vraiment plus en lien avec le projet Avivert, mais qui s'applique également chez nous. Donc, malheureusement, là, on va vous présenter un début de projet. Hein? Puis on pourrait vous tenir au courant dans d'autres symposiums, dans d'autres communications. On est vraiment dans le démarrage. Le financement est arrivé l'été dernier. On a démarré ça en septembre. Donc, on est assez déjà content de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Ça a vraiment démarré sur les chapeaux de roue. Donc, on a commencé par une mutualisation justement de nos modèles, de nos cadres réflexifs, de tous les outils qu'on a chacun de notre côté afin de trouver justement, de bâtir une formation qui allait être cohérente et qui allait répondre aux besoins de chacun des programmes. Et puis, on a déjà commencé à réfléchir à l'élaboration des vidéos 360. Ça a été un élément qui aurait dû démarrer un petit peu plus rapidement, mais dans le contexte de la pandémie, évidemment, ça a été plus difficile de démarrer les captations qu'on veut utiliser. Donc, il y a une démarche qui peut s'apparenter quand même à une démarche de collecte de données. On est allé chercher les documents de tous nos programmes. Donc, vous voyez, ça, c'est les programmes en enseignement de notre université, donc adaptation scolaire, anglais langue seconde, enseignement professionnel, primaire, préscolaire, éducation physique et sportive, enseignement secondaire, et puis la MQES, c'est la maîtrise qualifiante en enseignement secondaire, formation de deuxième cycle, mais qui mène également à un brevet en enseignement pour le Québec. Et puis, on a organisé l'ensemble des documents selon différentes catégories, donc les programmes, est-ce que ça s'adresse aux superviseurs, aux enseignants associés, les types de documents, les cadres de référence aussi liés à la compétence réflexive, les outils proposés, mais puis on était ouvert à des catégories émergentes pour essayer de bien classer tout ça en vue d'en faire des synthèses et diriger la création des outils qui vont se retrouver sur le SPOC. Donc, on a récolté différents types de documents. Puis c'était vraiment les documents, oui, qu'on offre aux personnes accompagnatrices, mais tous les documents qui ont servi à leur formation en cours de route, qui sont des formations à partir de données scientifiques. Donc, il y avait également des articles scientifiques qui avaient été partagés avec les personnes superviseurs ou enseignants associés qui ont été récoltés et puis qui ont été analysés. Et puis, en ce qui a trait à l'élaboration des vidéos 360, on a fait une consultation également à l'égard de leurs préoccupations techniques, pédagogiques, puis pour les programmes qui avaient commencé à utiliser la vidéo, quels ont été leurs choix techno-pédagogiques à l'égard de la vidéo 360. Dans le fond, il y avait un programme là, qui était tout particulièrement avancé dans l'utilisation de la vidéo 360, c'est Éducation physique et sportive qui l'utilisait déjà à titre expérimental dans leur programme. Donc, il y avait 3 catégories. Là, pour le temps, je ne suis pas super. OK. Donc, on a résumé peut-être les documents. Il y avait 3 catégories qui ressortaient tout particulièrement. C'était très riche à l'égard de toutes les citations, les documents pour développer ce qu'est la compétence réflexive et pour aider la compréhension par les personnes accompagnatrices de ce qu'est la compétence réflexive, la réflexion, la réflexivité. On a également eu beaucoup d'outils et de balises pour l'observation de l'activité du stagiaire au-delà des cahiers d'évaluation en lien avec les compétences professionnelles. Les outils ne s'adressaient pas nécessairement pour l'observation vidéo, donc ça pouvait être des outils pour l'observation en présentiel, mais il y avait quand même un lien. Et puis, on avait également des outils pour guider la pratique des personnes accompagnatrices quant à la compétence réflexive des stagiaires. Donc, le cadre, qu'est-ce qu'on a marqué? C'est une grande richesse dans tous les documents, dans tous les programmes sur justement cette compétence réflexive. On voit que tout le monde tape sur cet élément-là auprès de leur personne accompagnatrice.
Donc, en éducation physique et sportive, aider le stagiaire à réfléchir sur lui-même et sur ses propres pratiques implique que le maître de stage soit lui-même capable de réflexivité sur soi et sur ses pratiques. L'idée de praticien réflexif qui s'est construit un savoir d'expérience communicable, plus ou moins théorisé. Donc là, on est en éducation primaire, préscolaire. En adaptation scolaire, au lieu de mettre votre expertise à l'avant-scène, vous tentez d'activer les forces et les ressources de l'étudiant en utilisant des questions qui l'invitent à la réflexion. Donc, une belle phrase qui résume bien l'approche qu'on souhaite mettre de l'avant, qui peut être en appui à une analyse de l'activité, par exemple, comme le présentait Christophe. Puis à la maîtrise qualifiante, on voit que la vidéo est aussi est liée à ce témoignage autour de l'importance de la compétence réflexive. Donc, la vidéo permet de changer cette dynamique qui ne sert pas à la réflexivité. Donc, la dynamique, c'est celle où le superviseur monopolise beaucoup le temps de parole et laisse peu de place à la personne stagiaire. Donc, dans les outils, la vidéo ressort beaucoup. La possibilité avec la vidéo d'avoir un processus de retravail des gestes du métier initié par l'autoconfrontation, donc qui sert de ressort à la réflexion. Donc, on voit que la vidéo est quand même présente dans les formations déjà en place. Ici, en éducation professionnelle, on avait une grille pour l'observation en présentiel, mais qui peut également se faire dans des contextes à l'aide de la vidéo. Donc, observer le non-verbal, la qualité de la langue, qualité de l'exposé, gestion de classe, ouverture de leçons, introduction, déroulement, évaluation formative, etc. Donc, on avait déjà certains outils qui pourront être réévalués dans le contexte du SPOC. Et on avait aussi ce cadre-ci qui était un cadre pour la supervision de stage à distance en contexte de la maîtrise qualifiante, où on voit l'espèce de cycle avec la mise en pratique, la réflexion et l'évaluation, qui peut guider une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et on avait aussi des niveaux qui étaient proposés, dans ce cas-ci, dans les programmes en enseignement secondaire et puis en enseignement de langue seconde, avec des niveaux pour les niveaux de réflexivité qui pourront également servir de balise pour le SPOC. Puis en ce qui a trait aux préoccupations avec la vidéo 360, on avait des préoccupations techniques qui ont été identifiées, soit le positionnement de la caméra, la qualité du son et de l'image, la facilité d'installation par la personne stagiaire qui souvent c'est peut-être elle qui va être amenée à positionner la caméra pour capter son activité. L'aspect de sécurité, on pourrait même rajouter toutes les considérations éthiques et la complexité du montage vidéo. Donc, si on lui demande de faire, que ce soit la personne stagiaire ou même entre nous, c'est plus complexe de monter une vidéo 360 qu'une vidéo plus classique. Et puis, en ce qui a trait aux préoccupations pédagogiques, par la consultation qui a été menée, l'authenticité de la situation filmée, l'identification des événements critiques. Donc, oui, c'est beau avoir une variété d'événements, mais est-ce qu'on va être capable de bien cibler les éléments d'intérêt dans le contexte de la classe? Ouverture à la complexité, donc une certaine perte de contrôle de la personne superviseure ou de la personne enseignante associée face à une observation ou une analyse d'une vidéo 360. La possible surcharge cognitive chez les enseignants, les personnes stagiaires qui seront amenées peut-être à donner leurs leçons, puis en plus à avoir à gérer une captation de vidéo 360. Et puis les caractères liés à l'immersion, puis quand on met un casque, quand on regarde une vidéo 360, il faut mettre d'un peu de côté notre incrédulité ou faut comme embarquer dans ce qui nous est proposé. Est-ce qu'ils seront capables de le faire pour justement s'immerger dans la situation en vue de l'analyser? Autre préoccupation, je pense que je l'ai nommé, mais les enjeux éthiques, c'est la principale préoccupation en lien avec les contextes de stage où on veut filmer la personne stagiaire. Puis même de plus en plus dans le contexte de la COVID, il y a beaucoup de professions qui ont fait le virage vers la formation à distance et qui ne peuvent pas utiliser la vidéo par les considérations éthiques de leur profession. Donc, en enseignement, il y a une manière d'avoir le consentement des élèves, des parents, mais c'est un enjeu important pour plusieurs programmes. Donc, on en est là. On est vraiment dans cette mise en commun d'éléments de réflexion. Il y a des vidéos qu'on a, mais on est dans la captation. On prévoit des captations prochainement à la session d'hiver de vidéo 360 et ensuite le montage suivra. C'est un projet qui s'échelonne sur 2 ans. Donc, voici les étapes qui s'en viennent pour nous.
On voit vraiment ça comme un projet rassembleur. On travaille, comme beaucoup d'entre nous, je crois, on travaille beaucoup en silo. Hein. Chez nous, chacun on fait nos choses. Donc, je crois que moi, depuis mon arrivée à l'université, c'est la première fois que tous les responsables de stage sont réunis dans un projet à ce point rassembleur. C'est ça qui est financé par un fonds d'innovation de notre institution. Puis l'innovation, pour nous, ne relève pas tant… Oui, la vidéo 360, c'est fascinant, puis c'est très… on voit tout le potentiel qu'il peut en dégager, mais le caractère innovant vient justement de la richesse, de la démarche, justement, d'aller rechercher tout ce qui se fait, puis pas repartir de zéro. Tu sais, on s'est questionné, est-ce qu'on repart une recension systématique des écrits? On a décidé que non, parce que chacun de notre côté, on avait fait cet exercice. Donc, on est vraiment parti pour en arriver avec une formation transversale qui va être adaptée à l'ensemble de nos programmes. Puis pour ça, je salue Florian, là, qui est vraiment dans cette dynamique de recherche collaborative, puis qui est mis de l'avant dans le projet. Donc, voilà. Puis les petites références sont là pour le partage éventuel de la présentation. Je vais arrêter ça. J'espère que ça a bien été. Oui, très bien. Merci, Mathieu. J'ouvre le moment de discussion, le moment d'échange avec le public. Parfait. Puis Florian pourra répondre avec moi aussi. Mathieu, tu as tout dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'était vraiment super. Voilà, quelqu'un dans la salle qui aimerait prendre la parole? Peut-être, attendez, je sais pourquoi vous êtes muet, je dois d'abord stopper l'enregistrement, comme ça les questions ne seront pas enregistrées.